On en vient maintenant à notre troisième thème, le Maroc secoué par ce qui s'appelle l'affaire Hadjar. La journaliste Hadjar Raïsouni a écopé d'1 an de prison ferme pour avortement et relations sexuelles hors mariage. Elle nie les faits. Une affaire, vous allez le voir, au contour très politique. Hadjar Raïsouni a 28 ans. Ce mois-ci, elle devait se marier. Ce ne sera pas possible. Elle a été condamnée à 1 an de prison ferme, tout comme son fiancé. Son gynécologue écope de 2 ans de prison. On leur reproche un avortement illégal et des relations sexuelles hors mariage. Pourtant, selon son avocat, ces accusations sont infondées. La science, la médecine et les analyses ont confirmé qu'il n'y avait pas de grossesse. Alors pourquoi aurait-elle eu recours à un avortement? Tout est dans le dossier. La science dit qu'il n'y avait pas de grossesse. Pour de nombreux journalistes, le procès est politique. En ciblant Hadjar Raïsouni, le pouvoir veut punir sa famille, des opposants connus, et décrédibiliser son journal, Akhbar al-Yaoum, l'un des rares médias critiques au royaume. C'est-à-dire on est arrivé à des degrés de gravité dans la vengeance contre les journalistes, mais aussi tous ceux qui défendent les libertés, les défenseurs des droits de l'homme, etc., où on commence à s'inquiéter vraiment, où on a peur pour nous-mêmes, pour notre intégrité physique, pour nos familles. Pour Human Rights Watch, c'est un jour noir pour les libertés au Maroc. Le procès d'Hadjar Raïsouni a suscité l'indignation, au moment où 490 Marocaines se déclarent hors la loi. Elles reconnaissent avoir eu des relations hors mariage. Leur manifeste, coécrit par l'écrivaine Leila Slimani, a été publié dans les médias marocains il y a 1 semaine. Ces femmes revendiquent le respect de la vie privée et dénoncent des lois obsolètes. Elles soulignent aussi la culture du mensonge et de l'hypocrisie. Au Maroc, l'avortement est devenu un mode de contraception. Chaque jour, entre 600 et 800 avortements clandestins sont pratiqués, le plus souvent par des médecins. Akram, s'agit-il en effet d'un procès politique? Absolument. Absolument, et c'est un très bon sujet que vous venez de passer parce que, contrairement à une espèce de bruit de fond, notamment dans les médias français qu'on a entendu, c'est pas juste une affaire de loi rétrograde moyenâgeuse. C'est une journaliste qui a été en pointe dans la couverture des événements du Hirak, ce mouvement de protestation dans le nord du Maroc. Elle travaille pour un quotidien arabophone qui est assez critique à l'égard à la fois du système du Makhzen, c'est-à-dire tout ce qui tourne autour de la monarchie, et puis elle a surtout 2 oncles qui sont identifiés clairement comme étant des opposants, l'un d'eux allant même jusqu'à contester au roi son statut de commandeur des croyants. Donc, le Maroc est absolument énorme. Notamment, voilà. Et donc, effectivement, on a 2 problématiques. On a effectivement une problématique sur ces lois scélérates, dont certaines remontent d'ailleurs à l'instauration du protectorat, qui mériterait d'être gommé, mais même si la société n'est pas encore prête, mais en tout cas, le texte dont on a parlé, les signatures, c'est une démarche assez courageuse. Mais si on se limite à ça simplement en déplorant que ces lois existent, qu'on puisse aller en prison au Maroc pour un délit d'adultère ou pour des relations ou pour un avortement, on oublie le plus important, c'est-à-dire un système politique de répression avec des journalistes, et elle n'est pas la seule, qui sont piégés ou qui sont poursuivis pour des affaires liées à la vie privée et qui sont instrumentalisées pour les faire taire et envoyer des signaux à leurs collègues. Vous avez bien posé les jalons de tout ce qu'on pourrait dire. Si on reprend sur la presse, Jean, c'est clairement la presse qui est visée. Jusqu'ici, le Maroc avait plutôt tendance à asphyxier économiquement des publications qui lui déplaisaient ou qui étaient dans ses lignes de mire. Là, c'est tout à fait autre chose quand même. Là, on s'en prend directement au journalisme, mais ça, c'est pas tout à fait une nouveauté non plus. On a l'exemple célèbre, il y a quelques années, du directeur du journal, qui était un titre indépendant, qui avait été arrêté pour s'être fait vendre des verres par un brocanteur de Marrakech qui avait été soi-disant volé dans un des palais du roi. Donc, si vous voulez, cette dimension-là, elle est extrêmement importante. Et aujourd'hui, il y a un enjeu totalement paranoïaque au Maroc sur la parole publique, sur la parole des journaux, puisque le palais s'est habitué, dans la tradition d'Hassan II, dans la tradition du père de Mohamed VI, à contrôler l'information, et qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec les médias indépendants qui avaient commencé à émerger au début des années 2000, avec d'ailleurs la
l'arrivée de Mohamed VI au pouvoir, eh ben, tout ça est en train de se casser la figure. Alors, cependant, il ne faut pas non plus totalement négliger, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit mon collègue, mais il y a un aspect aussi strictement sur les droits des femmes, puisque un des axes de Mohamed VI au départ, c'était la réforme du Code de la famille en 2004, qui donnait malgré tout un peu plus de droits aux femmes, sur la question du divorce, sur la question de la répudiation, sur la question du harcèlement sexuel également, et que tout ça, on a le sentiment qu'on est aussi en train de... Là, il y a un recul, en fait. Oui, il y a un recul, et il y a aussi un recul il y a un recul dans la schizophrénie marocaine, entre une société traditionnelle, rurale et relativement conservatrice, y compris dans certains cercles de Casablanca, et une société plus moderne, notamment à Tanger, notamment à Rabat, évidemment, qui est une société plus évoluée, qui aspire à la fois à plus de démocratie dans la pratique professionnelle, notamment des journalistes, des avocats aussi, qui sont tout autant menacés que les journalistes, et aussi à plus de démocratie dans la vie privée. Et donc, si vous voulez, cette espèce de durcissement rend le pays aujourd'hui totalement schizophrénique, puisque la même semaine où elle est condamnée avec son compagnon et avec son gynécologue, avec la secrétaire du gynécologue aussi, vous avez l'inauguration à Rabat d'une biennale d'art féminin avec l'ensemble de l'avant-garde artistique qui s'exprime, féminine, qui s'exprime actuellement dans les pays du Maghreb. C'est, d'un point de vue social, au corps de la femme qu'on s'en prend, là. Moi, je trouve ça très intéressant, au-delà de la question strictement marocaine, de voir qu'il y a de nombreux pays où justement cette question de l'avortement devient une forme de baromètre des avancées ou des reculs de la question sociale sur les libertés de la femme. Je trouve que de ce point de vue-là, c'est intéressant de se référer à ce qu'avait dit à l'époque Simone Veil chez nous, quel avait été son argument finalement pour défendre le droit à l'avortement. C'était finalement pour limiter les accidents et les morts induites résultant d'avortements clandestins. J'étais quand même frappée par le nombre d'avortements qui étaient notés dans ce reportage. Et on voit que la question se pose aux États-Unis, dans certains États. Ce n'est pas limité à la question marocaine, même si on a bien compris que dans ce cas précis, on est sur une question beaucoup plus politique. Il y a un recul sur ces droits, Laurent. Oui, alors, moi je dirais 2 ou 3 choses quand même. Alors, sur cette question du recul, oui, évidemment, on assiste à un retour du conservatisme, en tout cas dans le monde, et le Maghreb n'échappe pas à cette réalité, comme l'Afrique subsaharienne que je suis. Clairement, c'est absolument évident. D'ailleurs, je rappelle, nous, on a un correspondant au Maroc qui suit cette affaire, bien sûr, tout à fait au jour le jour. Il nous rappelait que 15 000 personnes avaient été poursuivies l'année dernière pour débauche en 2018. Donc ça, c'est une chose. Alors la deuxième chose, on est quand même, notre correspondant parle aussi, bien sûr, de cette dimension politique. On ne s'arrête pas qu'à la dimension des mœurs, même si elle est évidemment capitale. Et il nous rappelle que, oui, il y a à l'évidence une instrumentalisation de cette affaire pour donner un certain nombre de signes vis-à-vis de ceux qui critiquent le régime. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est que la journaliste en question et le journal pour lequel elle travaille, non seulement est une voix de l'opposition, mais aussi une voix qui est assez liée au parti Justice et Développement. De sorte qu'on c'est à la fois l'opposition qui est visée... Donc c'est un parti, pardonnez-moi, d'inspiration islamiste. Tout à fait. Comme ça. C'est à la fois un message très clair donné à tous ceux qui s'opposent au régime, mais aussi, et c'est là où ça devient compliqué, aussi un message adressé aux islamistes critiques du roi du Maroc. Voilà. Mais c'est une société qui bouillonne un petit peu. C'est toujours la question qu'on se pose si on élargit un petit peu le cadre au Maghreb, parce qu'on a vu les printemps arabes, on voit que le Maroc est toujours un cas un petit peu à part, et en même temps on voit que cette société bouillonne, on voit le Irak, on voit que là quand même ça fait un petit peu réagir. Alors, c'est pas l'ensemble de la société marocaine, mais est-ce que là on a une société marocaine qui est un peu une cocotte minute qui peut déborder à tout moment? On a des niveaux de revendication qui sont assez réguliers. Enfin, les gens essaient de prendre la parole, essaient de manifester. On sait que dans le nord du pays, la situation est encore très tendue. Je rappelle encore une fois qu'il y a eu des peines de prison absolument terribles. Il y a des gens qui ont été condamnés à 20 ans de prison, voire plus, parce qu'ils ont manifesté contre le régime en demandant tout simplement des emplois et un mieux-être. Et puis effectivement, il y a toute cette société qui bouillonne, ces jeunes qui vivent dans leur siècle et qui, eux, voient un peu partout ce qui se passe et qui revendiquent. En cela, encore une fois, par exemple, le texte qui a été publié est très courageux parce que ça va à l'encontre d'un conservatisme qui ne concerne pas que les islamistes. C'est une bonne partie de la société, y compris dans la haute bourgeoisie, je dirais, de Casablanca ou de Rabat. Il y a des idées qui sont partagées par rapport à la nécessité de punir l'adultère, etc. Le problème, c'est encore une fois les priorités, où va l'argent, qu'est-ce que font les dirigeants de ce pays pour essayer de lutter contre le mal-être social.
Moi, j'en reviens souvent à ce qui se passe, par exemple, dans les stades. Il y a cette semaine, encore une fois, à Casablanca, une galerie d'ultra, toujours très intéressant. C'est des slogans politiques. Et donc, ce public-là a énuméré un grand nombre de manifestations d'art contemporain, de musique culturelle, en disant l'argent va là-bas, mais ça ne vient pas chez nous. Or, dans la vision extérieure, l'un des aspects qui conforte l'idée d'un Maroc moderne, ce sont justement toutes ces manifestations-là. Donc aujourd'hui, le Maroc est obligé de faire des choix. Ça ne peut pas continuer comme ça. Il y a une population qui augmente, il y a des gens qui demandent un mieux-être économique, au moins ça, et on a l'impression d'un immobilisme malgré quelques, effectivement, réalisations qui tranchent avec les voisins, notamment. L'immobilisme est d'autant plus important qu'il n'est pas valable pour tout le monde, si vous voulez. Le roi actuel, qui était porteur de beaucoup de promesses et de beaucoup, même d'espoir en partie dans la jeunesse urbaine de Rabat et de Casablanca, s'est avéré non seulement un roi absent, peu présent, mais aussi un roi extrêmement affairiste. Il a cru de plus de 50% la fortune dont il a hérité. Il a investi et préempté pratiquement de nombreux secteurs de la nouvelle économie marocaine, notamment dans les compagnies aériennes, dans l'assurance, dans la banque, où il a pris des positions extrêmement fortes. Donc, si vous voulez, le pays est aujourd'hui confronté à un régime qui est tenu par un monarque affairiste, peu présent, peu actif, qu'on voit de temps en temps sur les réseaux sociaux à Bruxelles, à Paris ou à Miami en train de s'amuser. Et donc, ça renvoie quelque chose à la population qui a le sentiment à la fois de vivre très durement. Il ne faut jamais oublier que Hajar Raïsouni a couvert la révolte du Rif, a couvert cette révolution populaire qu'il y a eu dans le nord du pays et qui a été effectivement très durement réprimée il y a 2 ans. Et donc, si vous voulez, cette tension-là, elle est aujourd'hui très, très vive, et c'est pas seulement entre la jeunesse urbaine ou les classes modernes, la bourgeoisie moderne qui est en train d'émerger au Maroc et qui prend des positions très importantes compte tenu de la mondialisation, avec des sièges de sociétés internationales qui s'installent beaucoup à Casablanca et à Tanger, mais c'est aussi cette tension entre le pays qui est écrasé et l'extrême omnipotence du roi, qui en réalité ne fait pas grand-chose. Et pour conclure, je crois que Hajar Raïsouni a fait appel, je crois. Donc on va voir ce que la justice décidera dans la foulée.